Bonjour et bienvenue dans cette émission du cœur du foyer, donc le podcast qui célèbre les aspects pratiques, esthétiques et puis parfois même spirituels de notre quotidien en tant que femme, en tant que mère et en tant que personne vivant dans une maison. Alors aujourd'hui, on va se plonger donc dans un sujet qui est presque aussi ancien que la civilisation, j'imagine. C'est le linge de maison. Souvent, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à reléguer à l'arrière-plan, alors que pourtant c'est un des piliers de l'harmonie au foyer. Alors pourquoi ? D'abord parce que le linge de maison, ça parle d'ordre, ça parle de confort, ça parle de soin. Alors bon, prenez votre tasse de thé, installez-vous confortablement et on va explorer ensemble ce vaste sujet. Alors, je vous annonce très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je vais essayer de rester brève sur cette partie, mais bon. Donc, l'importance historique et symbolique du linge de maison, parce que je pense que c'est quand même un peu important. Quand choisir un linge qui soit adapté à son foyer, l'organisation et l'entretien du linge. On va parler aussi de tradition autour du linge. Et puis, on va terminer par quelques conseils pratiques pour optimiser la gestion du linge de maison au quotidien. Du moins, j'espère que tout ça pourra vous aider. Alors, on va donc d'abord commencer par un petit élément de rappel sur le linge de maison, donc dans l'histoire et dans la tradition. C'est pas indispensable, mais ça permet de se rendre compte que en fait, quand on s'occupe de son linge de maison, c'est pas seulement une corvée, c'est aussi quelque chose qui est ancré dans quelque chose de plus grand et on y pense rarement, et c'est important justement de se rappeler de ce genre de petits détails. Alors, le linge de maison, c'est d'abord et avant tout, ça a été un symbole de richesse et de soins familial. Pour rappel, au Moyen-Âge ou même jusque l'époque victorienne à peu près, dans certaines familles, les coffres à linge, qu'on appelait aussi les armoires de dot en fait, c'était au centre des foyers en fait, des foyers nobles, des foyers paysans. C'était ce que la femme apportait avec elle en fait, ou ce qu'elle recevait en cadeau pour ses noces, etc. Ça avait une très grande valeur, c'était pas juste des bouts de tissu comme ça qui n'avaient aucune importance, ils n'étaient pas du tout considérés comme interchangeables, il n'y avait pas cette espèce de folie qu'on voit parfois avoir 15 000 exemplaires de chaque chose sans que ça ait beaucoup d'utilité par ailleurs. Et voilà, en fait, le linge de maison représentait en fait la pureté et la dignité du foyer, finalement. Et puis, par exemple, on voyait que les femmes, elles transmettaient des nappes ou des draps qui étaient brodés, elles les transmettaient en héritage à leurs filles, etc. D'ailleurs, à ce sujet, moi, j'ai des draps que m'a donné ma mère, qu'elle a elle-même récupéré de sa mère, qu'il avait récupéré de sa grand-mère. Et enfin, de sa propre mère à elle. Enfin, c'était la grand-mère de ma mère. Bref, vous m'avez comprise. Du coup, j'ai en ma possession des draps qui ont été brodés par mon arrière-grand-mère. Et pourtant, je dois dire que du côté maternel, du côté paternel aussi, mais enfin, peu importe, je ne suis pas issue d'une famille très traditionnelle, ni très classique. Et donc, j'accorde beaucoup d'importance à cet héritage. Bon, ma mère est toujours en vie, hein, Dieu merci. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir en ma possession cette pièce de linge qui est vraiment exceptionnelle, qui est une pièce historique en fait, hein, parce que je pense que voilà, elle remonte à un peu plus d'une centaine d'années du coup, et je trouve ça extraordinaire. C'est une pièce de linge qui a traversé au moins une guerre, etc. Après, il faudrait que je fasse des recherches un peu plus poussées pour en savoir plus. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, hein. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est le fait que
ce linge, il est... et alors, ça peut paraître... voilà, il y a beaucoup de gens qui vont penser, que ça va paraître dégoûtant ou quoi que ce soit, parce que il s'agit de drap. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, j'étais un peu dubitative, parce que je suis très à cheval sur l'hygiène et toutes ces choses-là. Et la réalité, c'est que les draps sont immaculés. Ils sont d'un blanc parfait et absolu. On dirait qu'ils n'ont jamais été utilisés. Moi, personnellement, je n'ose pas m'en servir. Je les laisse dans mon placard et j'espère les transmettre à ma fille à son tour. Et j'espère qu'elle osera les utiliser. Mais voilà, moi, personnellement, j'ose pas. Aussi pour des raisons pratico-pratiques, hein, parce que quand on me les a offerts, j'avais déjà mes sets de draps qui étaient déjà prêts, qui étaient déjà en roulement. Donc voilà. Après, peut-être qu'un jour, qui sait, j'aurai cette occasion de les utiliser. Pourquoi pas, voilà, ça peut être utile. Ce qui est sûr, c'est que je ne m'en servirai pas pour accoucher, hein. Et manifestement, toutes mes aïeules n'ont pas eu cette idée non plus. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir parfois des pièces de linge qui paraissent insignifiantes en fait. Au quotidien, on se dit, c'est rien, c'est juste un drap pour dormir dedans, ou c'est juste tel et tel torchon. Mais en fait, quand c'est une pièce historique, quand c'est une pièce qui a une telle valeur familiale, ça donne une toute autre dimension à la façon dont vous le traitez, ça donne une toute autre dimension à la façon dont comment dirais-je, vous réfléchissez sur votre façon de traiter votre linge de maison de façon générale, je dirais. Alors après, bon, bien sûr, on pourrait partir dans une espèce de débat. Le linge, dans la tradition chrétienne, c'est très très important aussi. On a des références bibliques, évidemment. Le Christ qui est enveloppé de linge à sa naissance, et puis son linceul après sa mort, évidemment. De toute façon, le linge, de manière générale, on pourrait en trouver 1000 significations spirituelles, hein. C'est comme une métaphore, en fait, de la propreté, à la fois extérieure, évidemment, mais aussi, en fait, intérieure. C'est la propreté, la pureté. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Donc en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, le linge, ça racontait des histoires de famille, ça racontait des histoires de foi. Et je pense que c'est important qu'aujourd'hui, ça reste un élément clé pour un foyer accueillant. Donc, on va passer tout de suite à la partie suivante. Comment est-ce qu'on va choisir son linge? Comment est-ce qu'on va entretenir son linge avec soin? J'espère qu'on pourra voir ça ensemble. Donc, d'abord, commençons par le début. Comment choisir son linge de maison avec discernement? Attendez, je vais allumer ma petite lumière. Voilà. Donc, il faut d'abord parler des essentiels pour chaque pièce, en fait. Donc, je ne vais pas m'étendre sur beaucoup de pièces différentes, mais je vais quand même en aborder 3 qui me semblent centrales pour le linge de maison. La première, c'est évidemment la chambre. Il vous faut des draps, il vous faut des thés d'oreiller et il vous faut des couvertures. Ça, c'est la base. Après, est-ce que vous voulez couette, housse de couette, etc. Plutôt drap housse, plutôt drap à plier en carré. Ça, c'est, encore une fois, c'est une histoire de goût personnel. Donc, on va essayer de pas trop rentrer dans ce genre de débat, parce que c'est un peu vous que ça regarde. Moi, je sais que personnellement, j'utilise, je vais à la simplicité, donc c'est drap housse, voilà, sauf voilà, mon fils qui aime bien faire son drap, son lit au carré, je lui mets donc un drap carré qu'il peut plier en dessous. Mais c'est vraiment parce que c'est son goût personnel et parce que c'est pas moi qui le fais. Parce que sinon, voilà, moi j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas de temps à perdre à faire un lit parfait, et je pense que vous me rejoignez. Donc j'ai opté pour drap housse, pour des thés d'oreiller qui ne se ferment pas, housse de couette et couette. Et après, si vraiment l'hiver il fait froid, on rajoute une couverture. Voilà, vous savez, les couvertures 100% laine, toutes fines, très très épaisses, mais qui sont très très chaudes.
Bon, voilà, ça c'est parfait. Moi, je pense que c'est important quand même de privilégier surtout des matières naturelles, hein, comme le lin ou le coton. Ça aide un peu une meilleure régulation thermique. Euh, en parlant de matière, je sais que... alors, je ne le fais pas tout le temps. L'hiver, par exemple, je ne le fais pas du tout parce que je trouve que c'est horriblement froid. Mais au printemps-été, en général, j'ai tendance à mettre, pour le bonheur de mes cheveux, je dois dire, des housses d'oreiller, enfin des têtes d'oreiller, pardon, en soie. En fait, j'ai découvert ça il y a quelques années et c'est un vrai plaisir. Mes cheveux sont moins crissants, j'ai besoin de moins les laver souvent. Bref, on en parlera peut-être dans un épisode que je ferai sur les cheveux. Toujours est-il que, voilà, choisissez la matière en fonction de vos besoins. Et évidemment, à titre personnel, l'hiver, drap, housse de couette, je préfère la flanelle. Et l'été, du lin ou du coton assez léger, assez respirant. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Ensuite, l'autre chose qu'il faut voir, c'est la salle de bain. Vous avez besoin de serviettes et vous avez besoin de gants de toilette. Je vous dis à chaque fois le minimum, hein. Mais bien sûr, vous pouvez après développer. Donc, moi je pense que c'est pas forcément essentiel là, sur la salle de bain de varier les épaisseurs en fonction des saisons. Sauf si vous avez, voilà, si vous incluez peignoir ou si vous vous enroulez autour de votre serviette en sortant de la douche, effectivement, prévoyez dans ce cas-là des serviettes un peu plus épaisses pour l'hiver et des serviettes légères pour l'été. Mais voilà, rien d'indispensable, je trouve, sur ce point. Ensuite, vous avez donc la cuisine. Alors là, c'est un peu le festival. Vous avez besoin de torchons, vous avez besoin de serviettes de table, vous avez besoin de sopalin, vous avez besoin... Alors, parce que oui, moi j'utilise des sopalins lavables parce que je trouve que c'est horrible d'utiliser des sopalins jetables. Non pas... Alors, pour des raisons économiques, bien sûr. Mais la première chose pour laquelle je les ai abandonnés, c'est surtout que c'est insupportable. Ça s'effrite quand on veut essuyer quelque chose. C'est très peu pratique, je trouve. Donc voilà, j'ai opté pour des comment dirais-je, des sopalins lavables. Après, voilà, enfin des essuie-tout, pardon. Mais voilà, j'en ai pas la même utilité que mes torchons, par exemple. Après, vous aurez aussi besoin, pour celles qui cuisinent à la maison et qui s'habillent un peu avec leurs habits d'extérieur, je dirais, à la maison, ce que je conseille, je vous le redis, il faut absolument que vous ayez des tabliers. Voilà, que ce soit tablier haut qui remonte jusqu'en haut ou tablier bas. Après, ça c'est selon votre jugement et à mon avis, souvent selon votre tenue. M'est avis qu'il vaut mieux acheter des très hauts tabliers, quitte à ne les mettre que à la taille si vous n'avez pas peur de salir votre haut. Mais après, ça c'est une question de point de vue. Aussi, à titre personnel, comme je mets souvent des robes, je préfère protéger le haut quoi qu'il arrive. Et c'est rare que je mette que le bas parce que j'ai toujours un peu peur qu'il y ait quelque chose qui vienne sur le haut de toute façon. Donc voilà, je pense que si vous investissez en fait dans des torchons de qualité, ça va réduire le fait de les remplacer fréquemment. Je prends encore une fois mon exemple pour vous aider en fait et pour illustrer ce que je veux dire. C'est que en fait, quand vous prenez des torchons pas chers, par exemple, moi je sais que j'avais acheté à Action des torchons qui étaient vraiment, ça devait être, je dis de bêtises, mais peut-être 1 € le torchon ou quelque chose dans ce goût-là. Et bien figurez-vous que ces torchons ne m'ont pas fait très long feu en fait. Au bout de quelques semaines, ils étaient troués de partout. Pourtant, j'en ai pas un usage inconsidéré, quoi. Enfin, j'en fais pas des folies avec mes torchons. Et pourtant, ils étaient très très vite, excusez-moi, ils étaient très vite complètement ruinés, quoi. Alors que si j'achète des torchons dans des matières un peu épaisses, que je mets à certes un prix un peu plus conséquent, et bien paradoxalement, je trouve que j'économise parce que ça, il dure plus longtemps, il dure 10 fois plus longtemps, donc du coup, je rachète pas plusieurs petites torchons de mauvaise qualité, j'achète directement un bon torchon et voilà. Alors, je sais que ma mère est très friande de ça.
mais alors moi pas du tout, c'est les, comment dirais-je, les, décidément, pardonnez-moi, c'est les torchons qu'elle achète dans des espèces de catalogues de vente par correspondance. Euh, Même il y a 20 ans, c'était déjà des choses pour les grands-mères. Eh bien, mon avis n'a pas changé. Je trouve toujours que c'est pour les grands-mères. Bon, ça tombe bien dans la mesure où ma mère est une grand-mère, mais tout de même, je trouve que parfois, j'ai essayé, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai essayé de bonne foi, hein, mais la qualité, elle laisse souvent à désirer. C'est des choses qui vont se trouer, qui vont être cassées, qui vont pas tenir le lavage, qui vont rapetisser. Enfin, c'est insupportable. Je déteste être déçue. Donc voilà, je n'apprécie pas ces genres de catalogues par correspondance avec pour le linge de maison en tout cas. Pareil pour les sites, etc. Je préfère, ou les choses genre Ikea par exemple. Ça va être pareil. Je trouve que c'est tout à fait inadapté à la durabilité, en fait, à ce qu'on demande à du linge de maison. On lui demande de durer dans le temps, on lui demande de faire son office et de pouvoir la faire encore pendant au moins 10 ans. Et donc du coup, le fait de devoir le changer tout le temps, je trouve que ça casse un peu ce côté magique et le fait de garder une trace, etc. Donc, parce que je suis obligée de tout le temps les jeter si j'achète de la mauvaise qualité. J'imagine que c'est pareil pour vous. Ou alors se retrouver avec une pile de torchons dont aucun n'est utilisable parce qu'ils ont tous des trous. Enfin, c'est insupportable. Bon, donc voilà. Donc du coup, ce que je vous conseille, moi, pour les critères de choix, c'est de vous concentrer d'abord sur la matière pour que ce soit vraiment durable. Donc, vous prenez du coton, vous prenez du lin de bonne qualité, hein, pas les 100% coton, 1 € Action. Je pense que c'est pareil que de ne pas prendre de coton. Prenez du beau coton bien épais, avec oui, le bambou. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec, même si c'est une fibre un peu récente, qui a été redécouverte plutôt récemment. Ça, j'ai eu des bonnes expériences avec. Voilà, coton épais, le lin, le bambou, ça donne de bonnes choses en général. Dites-moi si vous partagez cet avis ou si vous pensez au contraire que finalement ça ne va pas et que chez vous ça n'a pas marché. Justement, je suis friand de beau linge de maison, donc si vous avez de bonnes adresses, je suis preneuse. Alors après, en ce qui concerne les couleurs, vous avez plusieurs options. Soit vous vous dites, bon, je vais sur des neutres, comme ça je peux être complètement polyvalente, ça va pas être choquant. Vous pouvez aussi aller sur des pastels, surtout si ça rappelle un peu votre cuisine et votre décoration de votre cuisine ou de votre salle à manger. Ça peut être sympa. Personnellement, je crois que je l'avais déjà dit dans une autre émission, je trouve que c'est sympa d'avoir des torchons en fonction des saisons, typiquement à Noël, et je pense que j'en avais parlé dans l'épisode de Noël de Cœur du foyer, j'adore sortir les petits torchons de Noël, etc. Voilà. Donc c'est très intéressant je trouve, de varier un peu. Voilà. Vous mettez des petits oiseaux, j'en sais rien, ce qui vous plaît en fait, par saison, ce qui vous paraît le plus représentatif. Après, vous n'êtes pas obligé de changer saison par saison, hein. Vous pouvez changer juste 2 fois dans l'année ou juste garder la même chose toute l'année, sachant que à titre personnel, encore une fois, j'ai l'impression que le fait de faire des roulements, ça aide à les faire durer. Voilà, après c'est une question de stockage, c'est sûr que déjà qu'il y a la garde-robe d'été et la garde-robe d'hiver, alors si en plus il faut gérer le linge de maison d'été, le linge de maison d'hiver, personnellement c'est ce que je fais. Et je sais que voilà, d'un point de vue logistique, c'est quand même quelque chose à gérer en plus. D'un point de vue stockage et espace, c'est aussi quelque chose à gérer. Donc après, surtout si vous vivez dans un petit appartement ou une vieille maison, vous avez peur des mythes ou j'en sais rien, ce genre de choses, ça peut être problématique. Voilà, donc j'entends que vous vouliez garder et que ça peut être aussi tout simplement votre préférence. Hein. Si vous préférez garder toute l'année votre linge de maison, surtout s'il vous plaît et s'il est durable, eh bien allez-y, foncez. Et s'il est très durable et très beau, donnez-moi l'adresse que je sache où aller l'acheter. Donc voilà.
Je pense que là, les critères, surtout pour la cuisine, ça doit être la résistance, la praticité. Surtout, pitié, vérifiez toujours les consignes de lavage avant d'acheter. Voyez si c'est compatible avec vos routines de lessive. Voyez si c'est compatible avec votre style de vie, avec ce que vous allez faire, avec votre lave-linge, etc., etc. Après, moi, je pense que voilà, quand on a... Décidément, je suis désolée, ça n'arrête pas de tomber. Quand on a des petits budgets, je pense que vous pouvez essayer de vous diriger vers des magasins d'usine ou parfois, et ça c'est quelque chose dont je suis très friande, c'est les ventes privées. Parce qu'en fait, on a des choses, c'est des marques intéressantes parfois, où au bout du compte, on a parfois 80% de réduction dessus, donc je trouve ça génial. Après, voilà, vous pouvez aussi faire de la récupération, faire de la customisation. Je sais que voilà, si vous avez des vieux draps, bon bah vous pouvez en faire des rideaux, vous pouvez en faire des housses de coussins. Moi j'ai plus tendance à prendre les vieux rideaux pour faire des robes par exemple ou ce genre de choses. Ça dépend des rideaux. Mais voilà, c'est un peu plus ce que je fais, mais dans l'autre sens ça marche aussi. Typiquement là j'avais pris un vieux drap pour faire un déguisement de petit fantôme. Je pense que c'est un grand classique et ça a beaucoup plu, ça c'est sûr. Alors je pense qu'avec ces petites bases, bah, vous avez déjà beaucoup de matériel en fait. C'est pas une liste exhaustive, hein, ça va dépendre de vos besoins, etc. Évidemment, je parle pas de tout ce qui est rideau, tapis, plaid, housse de coussin qui va aller sur le canapé ou ce genre de choses. Galette de chaise si vous en avez, enfin c'est pareil. Salon de jardin si vous avez des coussins dans votre salon de jardin avec des housses. Encore une fois, tout ça, c'est un peu, voilà, c'est selon les besoins de votre maison que vous gérez votre linge de maison, en fait, et que vous adaptez en fonction de ce que vous avez besoin, en fait. Hein. Alors, on va parler organisation et entretien du linge, rentrons dans le vif du sujet, parce que c'est vraiment là que je pense vous trouverez, et j'espère vous trouverez votre intérêt. Alors, pour l'organisation du linge propre, moi ce que je vous conseille, c'est de trier par catégorie. J'ai vu trop souvent des gens qui mettaient leur linge de maison dans une espèce de grosse caisse dans laquelle vous aviez absolument tout. Des serviettes, des draps, des têtes d'oreiller, même des mouchoirs lavables, parfois même ça. Ranger des serviettes hygiéniques lavables avec. Enfin bon, je suis pas du tout d'accord pour tout ce genre de choses, je ne partage pas cet avis. Si vous arrivez à vous en sortir, très bien, mais si vous démarrez votre vie de couple, votre vie maritale, si vous venez d'avoir une famille, etc., ou que vous voulez en fonder une, installez tout de suite des règles claires parce que vous n'allez pas vous en sortir dès que vous allez... je pense que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues, enfin, faites comme vous voulez, mais je pense que c'est utile d'avoir donc un placard à linge de maison. Ça c'est clair, c'est net. Nos ancêtres ont fait ça depuis des générations, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles savaient que c'était terriblement pratique. Donc vous ne mélangez pas le linge personnel, le linge d'hygiène et le linge de maison. Distinguons bien tout ça. Donc le linge personnel, c'est les vêtements en fait, hein, voilà. Donc ça va dans votre placard. Le linge d'hygiène, c'est là où je vais parler. Enfin, désolée pour les quelques messieurs qui sont là, je suis navrée, mais je suis obligée de lire. Celles qui utilisent des serviettes hygiéniques lavables, j'en fais partie, c'est très louable, mais s'il vous plaît, ne les rangez pas avec le reste. Ça va dans un endroit très distinct, très séparé. Vous mettez ça bien à part, vous avez une petite boîte, quelque chose de joli si vous voulez, etc. Mais vous ne mélangez pas tout ça avec le reste. Et vous verrez qu'il ne faudra pas non plus les laver avec. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et puis après, vous avez le linge de maison à proprement parler. Et donc là, c'est tout ce qui est serviettes, draps, housse de couette, oreiller, etc., torchon, voilà. Vous rangez tout ça de façon catégorisée. N'ayez pas vos draps avec vos serviettes de table. N'ayez pas vos couettes rangées avec votre tapis de bain, par exemple. Voilà. Je dis ça parce que c'est assez difficile. Alors après, si vous avez qu'un seul placard pour tout ranger, bah c'est pas grave en fait. Dans votre tête, vous vous dites ok, un étage, je mets mon linge de maison pour la chambre. Un étage, je mets mon linge de maison pour la salle de bain. Un étage, je mets mon linge de maison pour la cuisine. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est séparer
chaque linge dans des endroits différents. Par exemple, mettre le linge de maison pour la chambre dans la chambre, le linge de maison pour la salle de bain dans la salle de bain, etc. Vous m'avez comprise. Cependant, je ne conseille pas ça, parce qu'en fait, quand vous lavez les choses, il vous arrivera par exemple de laver 2 draps ensemble. Voilà, ça peut arriver. Mais ces 2 draps, vous n'allez pas les ranger forcément dans la même chambre. Alors que si vous avez des draps dans un placard à linge de maison, c'est tout naturel. Vous mettez le drap dans le placard à linge de maison, les deux. Et ça vous évite en fait plein d'allers et retours. Après, pour aller les chercher, ça c'est une autre histoire, mais en général, vous êtes déjà engagé dans votre lessive, et donc du coup, finalement, le chemin va de soi, et c'est plus fluide, en fait. Dites-moi si j'ai peut-être pas été très claire. Mais voilà, vous pouvez après distinguer, par exemple, la chambre des enfants, c'est rangé de telle façon, la chambre des adultes de telle façon, etc., pour que vous puissiez distinguer. Personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix de faire chaque personne, en fait, a un peu sa propre code couleur, si je dois dire. Donc, les garçons, voilà, ils ont du linge de maison bleu, vert, etc. Les filles, c'est plus rose, violet et tout. Et après, voilà, papa et maman, c'est noir et blanc. Et pour les draps, c'est pareil, en fait. Tout le monde a les serviettes de la même couleur, etc., etc. Sauf pour les serviettes de table, parce que les serviettes de table, je préfère qu'elles soient harmonieuses avec les nappes, etc. Donc en fait, je les range vraiment séparément. Mais c'est bien aussi quand vous avez des enfants qui deviennent un peu autonomes, parce qu'ils vont ouvrir le placard parce qu'ils n'ont plus leur serviette qui est au sale. Ils vont chercher tout seuls leur serviette, ils savent tout de suite laquelle vous êtes d'accord pour qu'ils l'utilisent, parce que c'est leur couleur habituelle, ils savent où est leur serviette, ils la prennent et voilà, on n'en parle plus. Ils vont pas fouiller dans votre placard, ils vont pas mettre le bazar. Tout le monde sait ce dont il a le droit, tout le monde sait ce qu'il a le droit de prendre et ce dont il a l'usage habituellement. Pareil pour votre mari qui cherche un gant de toilette ou quoi que ce soit, il va pas prendre celui des enfants parce que il sait quelle est sa couleur. Donc voilà, ça vous épargne du travail en plus, je trouve. Alors après, il y a des petites astuces de rangement qui sont un peu classiques. Essayez de plier les draps et les housses de couette dans les têtes d'oreiller pour ranger en fait un peu de façon plus compacte et puis plus facile. Comme ça, vous arrivez devant votre placard à linge, vous savez que vous devez faire un lit. Vous prenez la tête d'oreiller, vous savez déjà qu'il y a tout dedans. Vous montez, vous allez dans la chambre. Dans mon cas, je dois monter. Et après, vous préparez le lit en question. Vous avez tout sous la main. Et comme ça, en plus, si vous devez faire le lit de 2 ou 3 enfants en même temps, eh bien, vous prenez les sets de chaque lit et puis vous y allez, vous foncez. Et comme chacun a sa couleur, vous savez déjà lequel déballer en premier, etc. Alors après, sa couleur, pour les enfants, c'est une couleur, mais après, dessus, il y a des motifs en général, on va pas se le cacher, mais ça ne me gêne pas. Le code couleur reste le même, et c'est donc plus facile à identifier, plus facile à utiliser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'on n'a pas de temps à perdre quand on est femme au foyer ou mère au foyer, d'autant plus avec des considérations un peu de réflexion inutile devant des têtes d'oreiller. Enfin, franchement, on a autre chose à faire. Je pense qu'on peut tomber d'accord sur ça. Donc voilà, après vous pouvez essayer aussi de parfumer un peu votre linge, donc avec des sachets de lavande, les huiles essentielles, etc. Moi je sais que mes enfants ils aiment bien faire des petits sachets sambon pour les mettre dans le linge, etc. Ça peut toujours être utile aussi. Donc pourquoi pas. Après pour ce qui est de l'entretien à proprement parler, la première chose à parler en fait ça va être la fréquence de lavage. Les draps, alors ça va être un sujet qui fâche. Moi, personnellement, je les lave 1 fois par semaine. Je sais qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est peu, et il y en a qui vont trouver que c'est trop. C'est mon choix. Tous les dimanches, c'est le linge de lit de mon mari et moi. Et après, je fais les enfants en fonction du jour, en fait. Et voilà, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est le mieux de ce que j'ai trouvé. En fait, je suis un peu parano sur l'hygiène, peut-être, pour certains. Et en même temps, plus je peux pas, parce que c'est pas gérable, en fait. Et moins,
j'y arriverai pas. Psychologiquement, ça passerait pas. Mais je tolère tout à fait que les gens ne le fassent pas dans d'autres foyers. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense quand même que le minimum, c'est 2 semaines, parce que bon, vous avez, voilà, vous marchez, vous mettez vos pieds ensuite dans votre lit. Enfin voilà. Après, nous, on a aussi une politique qui fait que, comme beaucoup, je pense, d'entre vous, on va pas monter avec nos vêtements dans notre lit. On va pas mettre des chaussettes sales ou avec lesquelles on a marché. Enfin, rien de ce qui a été à l'extérieur et même à plus forte raison à l'extérieur de la maison ne rentre dans le lit. En fait, dans le lit, c'est soit pyjama, soit on rentre pas dans le lit, basiquement. Et ça, c'est des règles assez drastiques, mais finalement, les enfants, ils ont adopté aussi. Enfin, ils ont vécu que comme ça, hein, vous me direz, donc ils sont habitués à ça. Et je pense qu'ils en sont plutôt satisfaits. L'autre jour, je ne sais plus lequel d'entre eux m'a dit que ça l'avait un peu choqué en allant chez un ami, ou une amie, je crois que c'était en allant chez une amie, qu'elle avait vu que le drap enfin qu'on rentrait et qu'on s'asseyait sur le lit avec ses habits d'extérieur, et ça l'avait beaucoup choqué, sans oser le dire bien sûr devant la maison, dans la maison de l'ami en question, et encore moins devant les parents, mais enfin ça l'avait beaucoup choqué. Peut-être qu'il lave les draps tous les jours, je sais que dans certaines familles ça se fait, puis dans la mienne c'est carrément pas possible en termes d'organisation. Voilà, je suis désolée. Voilà, après les serviettes, voilà, au bout de 3 douches, hein, donc si vous lavez, on va dire matin et soir, ce que j'espère, et bien ça vous fait que voilà, tous les 2 jours, vous changez les serviettes, hein. Après, en termes d'entretien, alors moi les torchons, dès que j'en ai utilisé un en cuisine, je le mets tout de suite au sale, parce que c'est pas possible, là c'est de l'alimentaire, donc je peux pas me permettre, voilà. Alors après, l'essuie-main, je le garde toute la journée, parce que j'ai un essuie-main pour m'essuyer les mains après la vaisselle ou des choses comme ça. Ça, j'en garde un toute la journée, bon d'accord. De toute façon, à la fin de la journée, il est trempé, mais j'en garde un toute la journée. Mais voilà, pour ce qui est torchon, une fois que je m'en suis servi, je le mets au sale, quoi. C'est pas possible pour moi de le garder plus. Après, je cuisine beaucoup, donc c'est peut-être aussi ça qui joue. Je sais pas après vous comment vous gérez les choses. Les essuie-tout / sopalin, c'est un peu pareil. Je m'en sers à peu près de la même manière. J'utilise et je mets au sale après. Les serviettes de table, c'est pareil. On peut le garder toute la journée, la même, mais après, voilà, à la fin de la journée, on met sa serviette au sale, hein. Donc voilà, après les températures, je pense que voilà, tout ce qui est blanc, moi je passe à 60 pour bien désinfecter. Après les couleurs, j'essaye de rester sur 30-40, mais je vous avoue que ma parano me fait parfois mettre du linge jusqu'à 60. Après, il y a des tâches aussi parfois qui sont un peu plus persistantes sur certaines nappes ou voilà. Bon, après, faites attention à pas cuire les tâches non plus. Si vous voulez, on fera un épisode spécialement sur le détachage, qui est encore un autre débat, pardon, mais voilà, globalement, essayez d'utiliser des produits naturels, hein, utilisez du vinaigre blanc comme adoucissant. Si vous avez des enfants, essayez plutôt d'utiliser une lessive hypoallergénique, mais même pour vous si vous n'avez pas encore d'enfants, parce que pour les peaux sensibles, c'est beaucoup plus... Voilà, alors après, méfiez-vous, il y en a qui se revendiquent hypoallergéniques et qui finalement sont un peu irritantes, donc méfiez-vous. Puis si vous avez trouvé une bonne marque de lessive, accordez-vous à la garder. Après, moi je sais que de temps en temps j'utilise aussi les noix de lavage, mais ça j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur comment fabriquer ces produits ménagers. Je vous invite à aller voir cet épisode si ça vous intéresse. C'est un éclat de tradition et pas un cœur du foyer par contre. Et après, évidemment, pour entretenir votre linge, le mieux c'est d'apprendre à repriser, en fait, à repriser les accros, hein. Alors là, je vais encore vous renvoyer un autre épisode d'éclat de tradition sur la couture à la main, hein. Donc vraiment pour toutes débutantes. Donc si vous pratiquez déjà, c'est pas la peine. Mais voilà, il faut vraiment que vous appreniez à réparer tout ce qui va pas, les petits accros, les petits trous, ça va, c'est pas non plus incommensurable. Vous pouvez prendre 5 minutes pour le réparer plutôt que de racheter, de réinvestir, etc. Surtout si c'est une pièce que vous aimez, essayez de la garder. Voilà.
Bon, après, je peux vous donner 2-3 petites astuces pour raviver du linge ou pour l'entretien et la lessive en soi, si vraiment ça vous intéresse. Mais je pense que c'est quand même un peu un autre sujet. Par exemple, je pourrais faire un cœur du foyer éventuellement, ou un éclat de tradition, parce que je suis pas sûre que ça mérite 1h30, mais voilà, sur des petites astuces de lavage. Par exemple, faire un bain au bicarbonate de soude ou ce genre de choses pour raviver le linge jauni. Ça peut, voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je pense qu'en fait, le linge, quand il est bien entretenu, ça va pas seulement refléter la beauté du foyer, ça va aussi être la marque du soin qu'on va porter aux gens qui utilisent ce linge. Donc à notre famille, à ceux qui vivent à l'intérieur de la maison et qui ont vraiment l'usage de ce linge. Et bah, je pense que ça va mener un peu à une réflexion en fait un peu plus profonde, on va dire, entre gros guillemets, parce que je pense qu'en fait, et vous me direz si vous décrochez à ce moment-là, mais pour moi, le linge de maison, c'est la marque de l'harmonie d'une maison. Si le linge est bien tenu, le linge de maison est bien tenu en général, c'est une maison harmonieuse. Et inversement, bien que ça ne se vérifie pas à chaque fois dans les deux cas. Hein. Mais je pense que ça peut aussi aider à l'instaurer, en fait, cette harmonie familiale. Vous pouvez aider à l'instaurer, par exemple en créant une petite routine collective. Vous pouvez essayer d'impliquer les enfants dans le pliage ou dans le rangement. Quand j'étais au collège, j'avais une amie qui ne recevait son argent de poche que lorsque sa maman lui donnait en fait le panier à linge et elle devait plier tout le linge et le ranger dans les tiroirs et placards respectifs, et ainsi elle pouvait avoir son argent de poche. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant, d'abord parce que j'avais pas d'argent de poche à l'époque, j'en ai jamais eu, mais tout ça pour dire que voilà, je trouve ça bien dans le sens où elle n'a pas d'argent de poche parce qu'elle a de l'argent de poche, elle a de l'argent de poche parce qu'elle a fait quelque chose, et ça entretient la valeur travail en fait, et c'est quelque chose à laquelle je suis assez attachée. Essayez voilà, de rendre l'entretien du linge comme une espèce de tâche un peu agréable. Vous pouvez mettre une playlist sympa, créer une ambiance lumineuse, chaleureuse, etc. Euh, Après, voilà, si vous avez une famille, des enfants, etc., vous pouvez essayer, surtout dans le cas où vous avez des pièces intéressantes, vous pouvez partager l'histoire des pièces spéciales, les nappes brodées, les draps de baptême, etc. Moi, je trouve que c'est, même quand c'est pas grand chose, mais par exemple, voilà, dire à votre fille, ah bah ça c'est le drap dans lequel j'en sais rien, j'ai dormi juste avant d'accoucher, enfin la dernière nuit avant que tu arrives, etc. Ça peut, voilà, évidemment, le drap d'accouchement lui-même étant complètement inutilisable, je ne vous conseille pas de prendre du beau linge de maison brodé, mais voilà, ça peut juste mettre des petites pièces, même si c'est un drap que vous avez acheté à Ikea, il aura quand même une signification aux yeux de votre enfant. Et ça, c'est intéressant et ça, c'est important. Voilà, alors après, essayez aussi de leur dire si ça fait partie de vos valeurs, pourquoi transmettre ces traditions de l'entretien du linge de maison, etc. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça peut voilà, engager une conversation avec vos enfants aussi, tout simplement? Après, oui, voilà, surtout que ça vous fasse pas oublier la gestion des imprévus. Euh, Essayez d'avoir quand même toujours un jeu de rechange par catégorie qui soit propre, quitte à ce que vous l'utilisiez jamais, mais parce que si vous en avez besoin un jour, vous allez être content qu'il soit là. Par exemple, si vous êtes malade ou quoi que ce soit, si l'un de vos enfants est malade, parce que ça, ce sont souvent des situations critiques et catastrophiques en termes d'organisation et de gestion de la maison, essayez toujours d'avoir tout ce qu'il faut sous la main, surtout si vous avez des petits qui ne sont pas encore en âge d'avoir appris à bien être propre de façon nocturne, etc. Ça c'est pour tout petit, hein, mais ça va quand même, c'est quand même important de le dire, parce que des fois il y a des parents qui
le matin pour le soir, essaye de gérer le linge qui a été souillé, mais enfin, quand on va travailler, quand on va avoir d'autres enfants à gérer, etc., c'est pas possible en fait de tout concilier, ça ne marchera pas, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Après, vous pouvez aussi essayer d'optimiser les espaces pour éviter que le linge sale s'entasse. Moi, je sais qu'on a trois espaces. Enfin, trois espaces, c'est vite dit, on en a deux en fait. On a un premier espace qui est dans la chambre de papa et maman, dans laquelle il y a deux caisses. Une caisse, je dirais, linge sale à laver vers 30 délicat et sans séchage. Donc après, je le mets à sécher sur un sèche-linge et il sèche au soleil, ou l'hiver devant un radiateur ou devant le feu de cheminée. Et puis après, une autre caisse à côté où là c'est du linge à 60 plus séchage, c'est vraiment très très sale. Donc là on met les sous-vêtements, on met les survêtements, les choses comme ça. Et puis après, près de la lessive, près de mon lave-linge, pardon, et de ma lessive aussi, remarquez, dans ma buanderie, là j'ai une caisse spéciale, qui n'a rien de spécial en fait, mais je sais que typiquement les enfants y mettent tout ce qui est des barbouillettes, serviettes sales, etc. dans cette caisse. Donc dans cette caisse, je sais qu'il n'y a que du linge à 60. Donc sur celle-ci, j'ai même pas mis d'étiquette. Tout le monde est au courant que si c'est à l'intérieur de cette caisse, ça sera forcément lavé à 60 avec séchage et que donc il faut se méfier. Après, évidemment, je ne trie pas les couleurs de manière générale parce que on a très 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 peu de linge blanc, tous collectivement, parce que je sais que c'est difficile d'entretien et comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup de temps à m'occuper de la lessive et donc forcément je vais essayer de diminuer la charge de travail. Donc on a du linge blanc, mais on en a quand même très 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 peu. Déjà en hiver on n'en a quasiment pas, sauf mon mari qui a quelques chemises blanches, mais voilà, sinon on n'a pas de linge blanc. Et le linge blanc est si spécifique qu'il est vraiment mis dans un endroit à part. Et voilà, je le fais une fois par mois, je fais le linge blanc et on sait que faut pas non plus en avoir un besoin urgent. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise peu et puis on le lave peu aussi. Voilà, après sur les questions d'organisation, moi j'avais pensé vous conseiller, alors évidemment je vous conseille de faire ce que je fais, mais vous n'y êtes encore une fois pas du tout obligé, mais de créer une routine d'entretien qui soit hebdomadaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je m'explique. Donc la première chose que je sous-entends par là, c'est planifier un jour fixe. C'est-à-dire que vous choisissez un jour spécifique pour laver, plier et ranger le linge. Ça crée une routine en fait, ça va réduire votre stress, ça va éviter les accumulations. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus facile à saisir. Le lundi, vous vous occupez des draps et des serviettes. Et par exemple, je redis une bêtise, le vendredi, vous vous occupez des vêtements. Par exemple, voilà. Après, vous pouvez varier en fonction de vos disponibilités, de votre style de vie, de la manière dont vous gérez votre linge, votre maison, etc., de votre emploi du temps, surtout si vous travaillez en plus à l'extérieur, sous-entendu. Là, je peux comprendre tout à fait que ce soit très difficile à mettre en place, et c'est pour ça que même si vous êtes à la maison, femme au foyer, faites-le, en fait, instaurez un jour précis parce que ça vous évite une charge mentale de folie. Quitte à ce qu'au départ, vous allez l'écrire. Mais après, vous saurez, ah bah tiens, on est lundi, bon bah c'est le jour où je lave mes torchons. Ah bah tiens, on est vendredi, ah bah c'est le jour où je lave mes draps, les draps de telle chambre. Voilà. Vous instaurez une habitude peu à peu et puis après, bon bah vous y serez habitué et ça roulera tout seul. Mais voilà, vous n'êtes pas non plus obligé de vous rendre la tâche difficile si vous ne pouvez pas, votre style de vie ne correspond pas à une telle régularité.
Ok, bah du coup c'est dommage, vous n'avez pas le choix, mais je pense encore que voilà, pour celles qui le peuvent, instaurer une routine, vraiment c'est la clé pour réussir à gérer le linge de maison sans stress, sans panique, et vous pouvez y inclure aussi vos vêtements en fait. Et puis bah profitez de ce moment où vous pliez, vous repassez pour écouter un petit podcast, écouter de la musique relaxante. En fait, ça va transformer un moment qui aurait pu être une corvée en une activité agréable. Moi, je sais que par exemple, quand je fais mon repassage, j'aime bien regarder des séries un peu qui demandent pas beaucoup d'attention, comment dire, je dirais intellectuelle, et qui me demandent pas non plus d'avoir les yeux tout le temps fixés sur la série, parce que sinon c'est pas possible, parce que du coup j'arrêterai mon repassage. Mais je pense, voilà, typiquement j'adore regarder Call the Midwife ou des choses comme ça. Un peu, voilà, c'est pas non plus le truc le plus évolué du monde, hein, c'est juste un exemple. Mais, mais voilà, c'est sympa, ça nous fait un petit bruit pour être occupé et pas se dire oh là là, je fais juste mon repassage, je m'ennuie. Voilà, vous écoutez un petit podcast, voilà, vous écoutez un cœur du foyer ou un éclat de tradition en boucle, et puis enfin, en boucle, pas toujours le même épisode par pitié, mais voilà, vous vous dites bah tiens, je vais écouter telle et telle chose, et ou voilà, vous regardez une série, enfin comme vous voulez, ou de la musique si c'est ça qui vous stimule. Mais enfin, essayez de ne pas faire en sorte que ce soit une corvée insurmontable. Rendez la chose agréable, rendez la chose sympa. Par exemple, dans votre fer à repasser, vous pouvez mettre une petite huile qui abîme pas les vêtements. Alors faites attention, ça, surtout, faites attention à ce qui pourrait ou pas abîmer les vêtements. Mais voilà, pour que ça soit désinfecté et qu'en plus ça ait une bonne petite odeur. Alors moi je sais que j'aime bien mettre un peu de citron à côté. Moi j'ai jamais osé le faire, mais je sais que ma mère elle fait ça. Mettre dans l'eau déminéralisée un peu d'huile essentielle, je crois. Mais voilà, moi je le fais pas, j'ose pas. Mais c'est une idée. Voilà, je ne sais pas si vous prendriez le risque. C'est à vous de voir. Dites-moi si vous avez essayé. Mais enfin voilà, rien ne vous empêche de mettre une petite odeur sympa à côté ou tout près de vous, etc. Ça peut aussi être intéressant. Voilà, c'est faites en sorte que ce soit agréable. Voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors après, l'autre chose que je vous conseille, c'est utiliser un système par catégorie. Donc vous préparez 3 paniers en fait qui sont distincts, donc avec votre linge du quotidien, donc les vêtements et les sous-vêtements, le linge de maison, donc les draps, les serviettes, les torchons, et puis le linge spécial. Donc là vous avez vos nappes, vos rideaux, le linge délicat, etc. Parce que je pense qu'en fait les gens ils ont du mal avec le fait d'avoir des catégories claires. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là. L'important en fait c'est vraiment d'avoir l'important c'est d'avoir des catégories qui vous correspondent et qui soient claires. Ça vous évite de mélanger les pièces, ça vous évite de perdre du temps, et puis bah, vous gagnez en efficacité de fou en fait grâce à ça. Donc voilà, trouvez vos catégories et tenez-vous-y en fait, surtout pour le rangement, pour le lavage, pour l'entretien, etc. Comme ça vous êtes tranquille. Bon après on peut aussi parler de l'utilisation de la machine à laver, hein. Lavez toujours à pleine charge, mais ne lavez jamais en surcharge. Utilisez aussi des filets pour les petits articles comme les chaussettes, les sous-vêtements délicats, mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, les serviettes de table, les petites débarbouillettes. Oui, parce que les enfants ont bien se laver avec des débarbouillettes. Si vous avez des lingettes lavables pour vous démaquiller, pareil, prenez à chaque fois des petits filets, mais alors pas trop petits, hein, parce que sinon c'est quand même assez difficile que ça ne lave pas très bien. Mais laver en fait voilà, dans des sachets en général les sachets à sous-vêtements c'est très utile pour ça, pour éviter de perdre les petits articles, et ça vous fait gagner un temps fou, ça se coince pas dans les recoins du lave-linge, etc. Enfin bref, encore une fois je vais reparler de ça, mais parce que je trouve que c'est très important quand on est femme au foyer ou mère au foyer, peu importe. Intégrer les membres de votre famille. Vous pouvez confier aux enfants des tâches simples, plier les torchons, réunir les chaussettes par paire. Mais voilà, alors
encore une fois, si possible, alors ça c'est vraiment avec des gros si, mais si c'est possible d'impliquer votre conjoint pour certaines étapes, ça peut être sympa, comme par exemple le fait de transporter des paniers, l'organisation des placards, parce que souvent des fois il veut vous aider mais il sait pas trop où ranger les choses, donc soit il ose rien faire, soit il va ranger n'importe comment, et après il va se sentir mal parce qu'il se dira oh là là j'ai voulu bien faire puis j'ai fait une catastrophe. Enfin bref, aidez votre mari à vous aider. Ça je ne peux que le conseiller, c'est vraiment quelque chose de basique. Impliquez-le tout de suite dans ce qu'il a d'important à savoir par rapport au linge de maison, à votre gestion, à votre organisation. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important que vous en ayez une. Et que vous en ayez une qui soit si claire que vous pourriez la coucher par écrit. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire, si ce n'est pas déjà fait, parce que quand vous serez en période postpartum, par exemple, eh bien, vous serez bien contente en fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse, gérer votre linge de maison sans que vous ayez à vous plier en quatre pour le faire, parce qu'on va pas se le cacher, gérer notre linge de maison quand on a un nouveau-né dans les bras, c'est difficile, voire impossible, et ça évite que la maison ne devienne une catastrophe parce que votre conjoint il peut aider, ou alors votre maman quand elle passe à la maison, ou n'importe quoi en fait. Quelqu'un qui vient pour voir le bébé, vous lui dites oh, excuse-moi, parce que souvent les gens vous demandent quoi faire et on est incapable d'expliquer quand on est soit sur le tard enceinte, soit enceinte au-delà de, pendant le troisième trimestre, c'est assez difficile parce qu'on a le cerveau un peu embrumé, et puis après on a aussi un peu le cerveau embrumé pendant 6 mois, parfois ça dure que quelques semaines, parfois ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc pendant ces périodes-là, je ne saurais que trop vous conseiller d'écrire. Et puis, quand bien même vous dites je suis trop vieille pour avoir plus d'enfants, ou alors ça y est, on a fait le bon chiffre, on s'arrête là, ou peu importe. Dites-vous, et demain, vous avez une grippe pas possible, et elle dure 15 jours. Je ne vous le souhaite pas, évidemment, que Dieu nous protège tous de ce genre de choses, mais ça peut arriver. Et puis là, il faut que votre maison ait continué à tourner, surtout si vous avez des enfants. Les gens, ils vont être volontaires pour vous aider. Aidez-les à vous aider, en fait. Bon voilà, je vais clore sur cette partie. Je voudrais quand même rapidement vous parler vous donner plutôt quelques conseils d'achat et de gestion du linge qui soient un peu durables, entre guillemets. La première chose que je voudrais insister, la première chose sur laquelle je voudrais insister, je l'ai déjà dit, mais je voudrais vraiment insister dessus, c'est le fait d'investir dans la qualité. Privilégier des fibres naturelles, donc coton égyptien, du lin, du chanvre. Non seulement c'est plus durable, mais aussi c'est plus doux, en fait, c'est beaucoup plus respectueux de la peau, c'est des matières qui sont belles, donc en plus vous n'aurez pas honte de sortir quelque chose en polyester ou que sais-je, ou en viscose, ou ces choses-là. Il faut que ce soit agréable en fait, parce que vous allez avoir des invités, vous allez vouloir prendre plaisir à utiliser votre linge de maison, c'est aussi extrêmement important. Vous n'êtes pas... il faut que vous vous sentiez comme une princesse chez vous. Ça ne veut pas dire dépenser des milliers et des cents, mais il faut que vous ayez l'impression d'être une princesse dans votre maison. Je n'ai pas d'autre mot. Voilà, vous devez, quand vous êtes chez vous, vous sentir la reine de votre petit royaume. C'est important, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Je pense que c'est aussi un peu ce que nos maris attendent de nous. En général, quand on est des femmes plutôt traditionnelles, on a aussi des maris plutôt traditionnels, et c'est très bien comme ça en fait. À l'intérieur, dans le cadre de notre foyer, nous sommes la reine, le capitaine du bateau, mais je préfère l'image d'une reine ou d'une princesse qui me paraît plus adaptée. Mais enfin voilà, il faut vous sentir bien, il faut vous sentir entouré de belles choses en fait. Ne laissez pas cette société un peu surconsommatrice
vous faire acheter des choses qui sont tape à l'œil, entre guillemets, hein, parce que parfois c'est du tape à l'œil beige, hein. Mais vous voyez l'idée, c'est que on va s'entourer de choses qui sont pas forcément euh, belles et nobles au sens profond du terme. Et je trouve que ça c'est vraiment dommage. Et si on pouvait retenir qu'une seule chose de cet épisode du cœur du foyer, c'est ça, c'est vraiment le linge de maison, ça paraît vraiment futile, ça paraît vraiment dérisoire. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que la vie, elle est belle et qu'elle vaut d'être vécue? Est-ce que c'est pas, en fait, d'être entouré de belles choses, d'avoir plaisir à se lever le matin, d'avoir plaisir à ouvrir ses rideaux le soir, à se coucher dans un lit qui sent bon, qui est beau, qui respire, qui est doux, qui nous fait du bien? Franchement, la vie c'est fait de petits moments en fait. Et si on n'arrive pas à rendre tous ces petits moments exceptionnels, bah, par des petits détails, hein, parce que, et ça c'est, encore une fois, on pourrait faire un parallèle, les petits détails, c'est ça qui fait le travail de la maîtresse de maison, c'est ça qui fait que on va réussir à faire un foyer qui soit paisible, apaisant. Alors, je sais qu'on a déjà fait un épisode là-dessus aussi, mais enfin, vraiment, c'est les détails qui vont faire qu'on va se sentir bien, qui vont faire que la vie est belle ou pas, et ou alors, enfin, c'est un peu grandiloquent et un peu philosophique, donc n'ayez pas peur. Mais ce que je veux juste dire, c'est que voilà, pour que les choses se passent bien, il faut faire en sorte qu'on soit entouré de belles choses, qu'on soit entouré de beauté, de douceur, de tendresse et de noblesse, de grandeur aussi parfois. Et, euh, et c'est pour ça, j'aurais dû appeler cet épisode Comment redonner au linge de maison ses lettres de noblesse, parce que c'est vraiment l'idée que je voulais transmettre en fait à travers cet épisode, même si ça a été un peu maladroit, parce que je voulais quand même vous donner quelques petites astuces un peu concrètes en effet, pour que ça reste pratique et utilisable. D'ailleurs, en continuant sur les astuces pratiques, parenthèse transcendante finie, euh, essayez d'opter pour des couleurs qui soient intemporelles, c'est-à-dire des tons neutres ou pastels, parce que ça va essayer de se combiner beaucoup plus facilement et ça va se démoder aussi beaucoup moins vite. Alors moi je fais pas partie des gens qui suivent les modes parce que je préfère les choses intemporelles, les choses arrêtées dans le temps, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien suivre ça, et quand vous partez sur du neutre, et bien forcément vous serez moins vite démodé. Et c'est important aussi de garder cet état d'esprit, c'est que il faut garder le plus longtemps possible, il faut que ça soit durable. Et de la même manière, il faut essayer de distinguer l'essentiel du superflu, hein. Je pense que par lit, entre guillemets, il vous faut pas plus que 3 jeux de draps à la rigueur. Je pense qu'on peut même dans l'absolu faire avec 2. Mais 3 c'est l'idéal parce que vous en avez un qui est utilisé, un en train d'être lavé et un de rechange. Et ça c'est... je pense que vous avez tout ce dont vous avez besoin avec ça. Après, par personne, vous pouvez avoir voilà, 4 serviettes de bain, je pense que vous pouvez faire avec 6 grand maximum, parce qu'après plus, je trouve que ça n'a pas d'utilité. Voilà, après vous pouvez essayer de vous dire 4 torchons de cuisine par personne dans le foyer. Sauf si vous cuisinez beaucoup, et dans ce cas-là, vous doublez les quantités. Mais parce que voilà, si vous faites du pain, des gâteaux toute la journée, bon bah vous allez utiliser un sacré nombre de torchons. Moi c'est ça à peu près, 4 torchons de cuisine par personne, fois 2 parce que je cuisine beaucoup, et que bah dès que je fais quelque chose et que ça salit mon torchon, bah je vais le mettre au sale. Je vais pas le garder toute la journée parce que je trouve ça un peu... Bon bah après ça c'est bon. Puis essayez d'éviter d'accumuler des pièces de linge de maison qui sont inutilisées. Surtout donner le surplus à des associations. Il y a des mamans qui font des merveilles avec rien du tout, qui ont 2 torchons et vous vous dites mais comment elles font? Aidez-les. Je pense que c'est important d'essayer d'aider ceux qui en ont besoin. Moi je sais que pendant longtemps j'avais beaucoup de linge de maison qui était inutile, en fait parce que je tournais tout le temps avec les mêmes, mes préférés, et que j'en avais qui étaient négligés parce que c'était pas forcément du mauvais linge de maison, mais que juste il était pas, voilà, il me plaisait pas, donc je le faisais pas tourner aussi souvent, j'en avais pas du tout l'usage. Et puis le donner, ça a été un peu un plaisir parce que on voyait que voilà, la
femme, elle était plutôt contente, etc. Elle avait du mal un peu, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'offrir des choses aux gens, surtout quand on n'a pas l'usage. Et en plus, là, c'est vraiment ridicule de garder des milliers de choses dont on n'a pas besoin. Si vos torchons préférés ils vont être abîmés, bon bah vous allez racheter des torchons que vous allez aimer à peu près pareil. Les autres, je pense que c'était soit des cadeaux, soit c'était parce que vous ne saviez pas encore ce que vous aimiez. Et il n'y a pas de mal à ça, mais juste voilà, léguez-les, laissez-les à quelqu'un d'autre plutôt. Enfin, voilà, essayez de réparer aussi avant de remplacer. Apprenez donc à faire des petites réparations simples, repriser les draps troués ou recoudre un bord effiloché, parce que ça arrive très souvent, même dans des draps de très bonne qualité. Ça peut arriver, donc apprenez ces petites réparations-là. Parfois, vous pouvez aussi utiliser des patchs thermocollants si vous avez entre guillemets la flemme. Mais par exemple, pour prolonger la vie de certaines serviettes ou de torchons, vous pouvez les réutiliser comme torchons de ménage ou tissu à ménage, au lieu d'acheter des serviettes microfibres qui finissent par s'effriter un jour ou l'autre. Voilà, vous pouvez les recycler à chaque fois. À chaque fois que vous faites des achats de linge de maison, essayez d'acheter malin, c'est-à-dire vous repérez les soldes saisonnières. Bon bah là on est en janvier, c'est le mois du blanc, allez-y, foncez, faites le plein de ce dont vous avez besoin et uniquement ce dont vous avez besoin, donc rien d'autre. Essayez aussi de surveiller les marchés locaux, les brocantes, pour tout ce qui est là, pour rideaux en général, ça c'est pas mal parce que c'est des pièces qui s'usent pas facilement, parce que les nappes, souvent les gens, très peu de gens utilisent des nappes. Alors ça c'est quelque chose, d'ailleurs je serais curieuse de savoir si vous utilisez des nappes, si oui, lesquelles, parce que quand je parle nappe, moi je parle pas de ces horribles trucs en papier ciré. Je sais que c'est pratique et personnellement j'en utilise quand les enfants font des activités, mais j'aime pas. Sinon je sais aussi qu'il y a des gens qui mettent des belles nappes en tissu puis qui par-dessus mettent une nappe en papier ciré transparent. Je trouve ça bizarre. Mais pourquoi pas. Après, je sais que ça représente beaucoup moins d'entretien. Je juge pas. Surtout, ça m'intéresse de savoir à peu près la proportion de qui d'entre vous utilise des vraies nappes en tissu, qui utilise des nappes en papier ciré, qui utilise pas de nappe du tout, et lesquels font la nappe en tissu plus le papier ciré par-dessus, parce que bon, je comprends l'idée, hein. Mais voilà, comment faites-vous pour vivre comme ça au quotidien? Donc voilà, surtout dites-moi, je suis super curieuse de savoir ça. Donc voilà, alors après, essayez de, voilà, quand vous achetez, de vérifier toujours les avis des clients avant d'investir dans des marques haut de gamme. Regardez les avis des consommateurs, regardez si vous avez des amis qui ont la même chose. D'ailleurs, si vous avez des amis chez qui vous passez et qui ont de très belles pièces, n'hésitez pas à leur demander. Moi, j'ai aucune vergogne et pourtant je suis assez timide, mais j'ai aucun scrupule à demander quand je trouve que quelque chose est très beau, pour pouvoir me permettre d'avoir la même chose à la maison, parce que faut pas se gêner. Donc voilà, je pense que ça peut être un peu utile voilà, de garder tout ça en tête. Bon, je pense que voilà, je vais essayer de vous donner peut-être. Oui, alors en ce moment, il y a la tendance de l'écologie. Je pense pas qu'il faille aller contre, mais je pense pas non plus qu'il faille se jeter dedans. Pour moi, ce qu'on pourrait partager comme valeur écologique dans le cadre du linge de maison, c'est voilà, si c'est ce qui vous botte, investissez dans du linge de maison qui est certifié bio ou qui est équitable. Et de toute façon, ça c'est quelque chose que je vais tout le temps dire et que j'ai déjà pas mal dit. Investissez dans du durable, il faut que ça dure, il faut que ça dure, il faut que ça dure. Voilà. Voilà, après vous avez des idées un peu minimalistes, donc toujours pareil, il faut se concentrer sur des pièces de qualité plutôt que sur le fait d'avoir une très grande quantité. Je pense que vous avez bénéfice à avoir pas grand chose, c'est toujours utile. Bon après, voilà, vous pouvez aussi teindre du vieux linge pour lui donner une seconde vie, vous pouvez customiser des serviettes ou des nappes avec des broderies simples, vous pouvez vous en servir pour faire des activités avec les enfants,
leur faire des petits nounours, etc. Ça, ils aiment bien. Enfin voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. S'il y a des points que j'ai pas assez développés dans cet épisode, n'hésitez pas à en parler. Peut-être que j'en ferai une émission complète du cœur du foyer, ou pourquoi pas avec éclat de tradition. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, on a parlé de l'importance du linge de maison, comment le choisir, comment organiser un peu tout ça, comment faire un entretien plutôt efficace. Donc voilà, moi j'espère vous avoir quand même un peu prouvé, si c'était besoin de vous le prouver, que le linge de maison c'est plus que juste un simple objet utilitaire et que c'est vraiment le reflet de notre attention à l'autre, de notre organisation et puis parfois même de nos valeurs en fait. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné des idées un peu pratiques et puis inspirantes pour magnifier cet aspect de votre quotidien. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt donc dans un prochain épisode, sans doute éclat de tradition. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.